L'invité de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Enfin, nous en sommes ravis au début, on va voir ce qui va se passer entre nous. Mon cher Adrien, commençons par le commencement. Je ne sais pas si vous avez vu le foot hier soir, mais est-ce que vous considérez, comme jeune parlementaire, que la France, je parle de politique étrangère, là, pour être sérieux 5 minutes, en a trop fait depuis des années avec le Qatar ? Je pense, oui. Je pense que nous avons les reins suffisamment solides pour avoir une indépendance et qu'à tout le moins, ça pourrait peut-être nous servir. Alors là, bon, le foot, c'est quelque chose quand même de très particulier où il y a énormément d'argent en jeu. Bon, puis pour tout vous dire, moi, je ne suis pas un spécialiste. Hier soir, pendant le match, j'étais occupé à l'Assemblée. Non, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut réviser les alliances qu'on a eues ? Alors, on a vu une inflexion avec François Hollande. Si on parlait de géopolitique, oui. Une inflexion avec Emmanuel Macron, plus l'Arabie Saoudite que le Qatar. Mais est-ce qu'il y a un problème qatari en France ? Mais globalement, sur la question des alliances françaises, nous sommes pour que la France retrouve une forme d'indépendance. Nous sommes pour un indépendantisme français. Et j'insiste ce matin à votre micro, l'indépendantisme, ça ne veut pas dire l'isolement. Ça veut simplement dire qu'en matière de géopolitique, nous devons servir nos intérêts. Et notre intérêt prioritaire, c'est la paix. La paix en toutes circonstances. Et quand on voit la situation, notamment au Moyen-Orient, on se dit que la France aurait bien besoin de retrouver son indépendance, notamment de ne pas rester alignée à l'OTAN et aux politiques bellicistes que ça peut avoir. Et la France a des savoir-faire. Les bombes, c'est surtout les bombes des Russes. Ah mais oui, mais attendez, monsieur Durand, vous savez, moi, ce qui me pose problème, ce n'est pas de savoir finalement quels sont les régimes en cause sur les bombardements, c'est les bombardements et la guerre eux-mêmes. Vous savez, il n'y a pas d'un côté les bombardements propres de la grande coalition et de l'autre côté les bombardements sales des dictatures. Si détestables soient les régimes en place, notre intérêt en toutes circonstances, c'est que la paix revienne et c'est que les armes se taisent. Mais rien, et la France, vous êtes maintenant un parlementaire, vous savez très bien que vous n'allez pas régler le problème de la Syrie uniquement dans des bavardages ou des grands principes, puisque c'est beaucoup ce qu'on a reproché justement à Laurent Fabius il y a un moment. Alors je noterai quand même que, y compris sur la question de la Syrie, vous avez pu voir que, alors que pendant la campagne présidentielle, nous étions prétendument les amis des dictateurs, alors qu'il n'en est rien, aujourd'hui Emmanuel Macron est venu sur les positions de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle, à savoir le fait de dire que oui, effectivement, Bachar al-Assad tape sur son peuple très durement et qu'il y a un massacre en place, mais que faire de son départ un préalable nous a fait perdre du temps. Tant et si bien que le régime syrien, donc vous êtes d'accord avec les Russes. Le régime syrien a repris des muscles. Donc vous êtes d'accord avec les Russes. Non, c'était pas la question. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'être d'accord avec quelqu'un. Vous répondez à ce que vous voulez. Non. Moi, ce que je vous dis, c'est que la France doit justement chercher à être non alignée et avoir une parole indépendante. Elle a des savoir-faire en matière de diplomatie et elle devrait pouvoir se mettre en avant sur ces questions-là. Et sur place, la solution doit être une solution démocratique. Il va falloir pouvoir organiser des élections. Sinon quoi ? Quand j'entends certains dire il faut aller maintenant bombarder, on a vu ce que ça a donné. Regardez la situation. Bien sûr, mais regardez la situation en Libye, regardez ce qui s'est passé ailleurs. On voit après les catastrophes que nous avons. Donc je le dis, la France doit retrouver son indépendance sur les questions géopolitiques, sortir de l'OTAN et faire en sorte de mettre toutes ses capacités diplomatiques pour le retour de la paix en toutes circonstances. J'ai beaucoup de questions dans tous les domaines. Est-ce que vous avez regardé le débat sur les socialistes ce soir sur LCI ? Écoutez, non, je pense que je ne vais pas commander les pizzas pour m'installer devant la télé ce soir. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus aucun intérêt, ils sont complètement démonétisés, ça ne sert à rien. On a un problème, c'est que si vous voulez, nous, aujourd'hui, la France Insoumise, c'est devenu vraiment un centre de gravité, une force politique importante, la première force d'opposition et de proposition dans ce pays, mais nos interlocuteurs ne sont pas stables. Regardez, on a là un congrès de crise qui s'annonce, qui va déboucher vraisemblablement sur une plus grosse crise encore. Le problème que nous avons est multifactoriel. D'abord, concernant le Parti Socialiste, il n'est pas en capacité vraisemblablement de faire le bilan de la séquence François Hollande. Donc pas d'alliance possible. Nous discutons avec tout le monde sur le fond. Aujourd'hui, ce qui se passe avec la recomposition qui est à l'œuvre et qui n'est pas terminée, Monsieur Durand, je veux vous le dire, elle va continuer cette recomposition, et notamment après les congrès. Ce qui se passe, c'est que les gens sont aujourd'hui beaucoup plus attachés au contenu et au fond qui est porté, à la cohérence dans la durée, qu'aux étiquetages, aux tambouilles politiciennes et aux accords. Et nous faisons une campagne sur le fond. Nous sommes sur le programme et les idées. Mais à plusieurs reprises, Jean-Luc Mélenchon s'est prononcé contre toute forme d'accord avec Hamon. Mais si vous voulez, je parle de l'Hamon qui était encore au Parti Socialiste. Mais ce n'est pas une question de principe, c'est une question de cohérence de vue. Regardez par exemple le groupe Parti Socialiste à l'Assemblée nationale. Quand nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale, nous avons dit bien évidemment, nous pouvons discuter, mais il y a quand même des conditions à la discussion. On ne peut pas mettre tous les désaccords sous le tapis pour avoir un agrégat de force finalement qui finira un espèce de ventre mou. Il nous faut de la cohérence sur le fond. Au moment de voter la confiance à ce gouvernement, c'est quand même le vote qui vous situe, si vous êtes dans l'opposition ou pas,
Au Parti socialiste, il y a des gens qui votent pour la confiance, donc ils ne sont pas dans l'opposition a priori, d'autres qui voteront contre, d'autres qui ne savent pas. Et on a un problème avec ce parti qui est qu'il n'est plus en capacité d'apporter des réponses sur le fond et idéologique. Là, vous avez 4 candidats en présence, ils courent tous les plateaux télé. Quand vous les interrogez sur les affaires internes du parti, ils répondent présent. Par contre, j'ai remarqué que chaque fois que vous leur tendez le micro pour dire quelles sont les propositions que vous voulez mettre en avant, c'est beaucoup plus compliqué. On verra peut-être ce soir. Un petit medley vous a été proposé ce matin parce qu'on parle beaucoup des médias et c'est vrai que vous n'êtes pas les seuls à partir en guerre contre la magnifique profession que je représente face à vous ce matin, Marine Le Pen, Alexis Corbière et Éric Ciotti. Et écoutez ce petit extrait et vous nous donnerez votre sentiment. Nous sommes en direct avec Adrien Quatennens. Cette guerre médiatique qui nous est menée... Tout ce Mélenchon bashing a une fonction politique. On aurait dit que Laurent Wauquiez avait commis un crime. Tous les jours, des papiers à charge. Tout ami de Mélenchon est montré du doigt comme un salopard. Ces attaques qu'il a subies n'étaient pas faites pour lui faire du bien. Il y a toute une série de médias qui se tiennent mal. Je ne comprends pas pourquoi sont-ils si veuls devant les autres candidats et si mordants contre nous, c'est ma question. Voilà, et la réponse, la réponse. Le constat est-il le même pour vous? Et c'est quand même bizarre que des partis qui n'ont strictement aucun, point commun sur le plan politique fassent tous la même constatation, à savoir qu'on leur rentre dedans. Je vous remercie de dire déjà qu'il n'y a pas de point commun sur le fond politique, parce qu'il y a justement cette petite musique qui fait que comme nous avons une critique des médias, qui par ailleurs ne se fait pas dans les mêmes termes, selon quels sont les interlocuteurs qu'en parlent, ferait que nous ayons un accord politique. Absolument pas. Il n'y a pas de bloc Wauquiez, Le Pen, Mélenchon, absolument pas. Nous sommes d'ailleurs sur le fond des antithèses. Mais aujourd'hui, c'est le bruit qui est assimilé. On dit finalement leur stratégie, c'est la stratégie du bruit, c'est la stratégie des gueules. Non, alors justement, moi je veux vous le dire très, très tranquillement, Guillaume Durand, il n'y a pas de stratégie du coup d'éclat ou du bruit pour nous concernant les médias. Nous avons développé pendant la campagne tout un livret sur la question des médias et sur la critique que nous en faisons. Que disons-nous finalement? Parce que je voyais vous inquiéter, je ne vais pas vous sauter à la gorge ce matin. Ça s'est toujours bien passé a priori. Ce que nous disons, c'est qu'il y a une hyper concentration médiatique dans ce pays. Oui. Grosso modo, si vous tirez l'organigramme de la presse, que ce soit l'audiovisuel ou la presse écrite, 80% de la presse est détenue par 9 personnes, 9 milliardaires, des gens qui investissent même quand la presse perd de l'argent. Donc moi, ce que je considère, c'est qu'effectivement, s'ils investissent alors que la presse perd parfois de l'argent, c'est que l'intérêt n'est pas que financier, mais qu'il y a aussi un intérêt idéologique. Puis vous le savez, dans le pays quand même, vous avez suivi quand même les sondages d'opinion. Les Français sont de plus en plus méfiants, voire parfois il y a une défiance vis-à-vis du discours médiatique. Mais ça a toujours existé. Oui, mais je pense que ça s'est exacerbé. Vous comme moi, au bas de la cote. Enfin, quand je dis vous comme moi, c'est-à-dire ce que vous représentez, la politique, et nous les journalistes, nous avons toujours été au plus bas de la cote d'amour à l'égard d'autres professions. Oui, mais moi je considère que nous avons besoin d'un journalisme. On vous considère comme des magouilleurs et nous comme des lèche-culs. Non, mais nous avons besoin. C'est ça l'idée. Nous sommes avec la France Insoumise. Je vous le dis, nous sommes les garants de l'indépendance des journalistes, parce que nous voulons en finir avec cette hyper-concentration. C'est exactement le contraire de ce que dit ma mère avec le média. Ma mère dit, c'est effrayant ce qui s'est passé. Il s'est approché de cet endroit, donc qui se trouve à Montreuil, qui est un studio de télévision et qui est un organe qui se présentait comme indépendant. Ma mère claque la porte en disant c'est pas du tout un organe indépendant, c'est le bras armé de la France Insoumise. Non mais attendez, plusieurs choses. D'abord, le média n'est pas le bras armé de la France Insoumise pour la raison que la France Insoumise. Ma mère dit le contraire. Mais ma mère pense ce qu'il veut. Ma mère pense que attendez, la France Insoumise a ses propres outils de communication. Le média, c'est un média qui effectivement sur le fond a des proximités avec nous, mais dans cette équipe, vous n'avez pas que des gens qui sont issus de la France Insoumise, il y en a. Et oui, sur le fond, nous avons beaucoup de points d'accord, mais c'est vraiment indépendant. Nous, on ne met pas les doigts dans l'organisation du média en tant que tel. Mais ce que je veux dire, regardez par exemple, dans ce qui nous a occupé récemment, les polémiques, sur l'affaire des comptes de campagne, dont maintenant tout le monde a compris, parce que nous avons fait la réponse à toutes les questions, qu'il n'y avait pas d'affaire et qu'il y avait une construction. Vous voyez, il y a une concordance des temps parfois, Guillaume Durand, qui fait qu'on peut se poser des questions. Quand nous faisons, attendez s'il vous plaît, quand nous faisons une démonstration de sérieux à l'Assemblée nationale avec notre niche parlementaire, qui fait que tout le monde dit ça y est, on voit que la France Insoumise c'est une force crédible qui peut gouverner éventuellement. Et vous avez derrière le film de Gilles Perret sur notre campagne qui sort, donc plutôt un moment qui nous est assez favorable. Et vous avez des polémiques qui sont construites de toutes parts, pendant qu'on a passé tout notre temps à parler des comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, une campagne de 15 mois dans laquelle nous avons dépensé finalement peu d'argent. Regardez ce que nous avons fait, qui a coûté moins cher que celle d'Emmanuel Macron qui a duré 9 mois, moins cher que celle de M. Hamon qui en a duré 3. Mais ce n'est pas les médias qui ont fait perdre Jean-Luc Mélenchon ou qui l'ont empêché. Ah non, ce n'est pas ce que je dis. Non, je veux bien me faire comprendre. Ce que nous disons, c'est qu'il y a aujourd'hui un souci avec les médias qui fait que il y a quand même un discours dominant. Et régulièrement, on le voit, dès que nous avançons, il y a une petite musique qui fait en sorte que, eh bien, il y ait des coups, les médias aux États-Unis, du Mélenchon bashing. Trump, boum.
Mais on a une solution par le haut. Pour terminer sur la question des médias, Guillaume Durand, nous avons une formulation, une proposition à faire parce que nous nous efforçons à chaque fois de proposer. Et sur la question des médias, nous avons lancé une pétition pour la création d'un conseil déontologique. Il ne s'agirait pas d'une police des médias, mais d'un lieu où se retrouveraient des représentants des usagers et des représentants des journalistes. Et je veux le dire à ce micro aussi, parmi les journalistes, il y a aussi, vous le savez comme moi, beaucoup de précaires, y compris les pigistes. Et nous voudrions que on puisse se retrouver autour d'un conseil déontologique. Un conseil politique. Non, absolument pas. Mais moi, je préfère un conseil. Ça existe en Belgique, par exemple. Guillaume Durand. On n'est pas en Belgique. Parce que le problème, c'est que regardez, aujourd'hui, où on va en être? On va en être au point où on judiciarise tout. Alors après, avec les relais sur les réseaux sociaux, on doit en plus aller retrouver les tweets, etc. Et ça nous intéresse pas de faire de cette bataille une bataille juridique. Ce qui nous intéresse serait simplement de dire, vous savez, les médias créent l'opinion. Moi, ça ne me passionne pas beaucoup cette histoire-là, mais elle est importante quand même. Bien sûr qu'elle l'est. Attendez, je donne des exemples historiques. C'est le seul avantage d'être un peu âgé. En 81, tous les médias étaient pour Giscard, c'est Mitterrand qui a été élu. En 95, tous les médias étaient pour Balladur, c'est Chirac qui a été élu. Donc c'est une plaisanterie de croire que les médias font l'histoire. L'histoire, elle est faite par ceux qui dirigent les partis politiques, donc par Mélenchon. Et si Mélenchon a perdu, c'est parce que les Français n'ont pas cru une seule seconde que son programme était crédible. Guillaume Durand, ce n'est pas vrai. D'abord, le programme est crédible. Nous avons fait une campagne dans laquelle, vous l'avez vu, nous l'avons chiffré comme pas crédible, même s'il a obtenu un très bon score. Mais après, c'est la bataille des convictions et des opinions. Et moi, je pense d'ailleurs que la crédibilité et le sérieux, nous avançons. Mais regardez, par exemple, dans la campagne présidentielle, au moment où finalement Jean-Luc Mélenchon faisait une belle remontada et on était à près de 20% dans l'opinion. Vous avez vu ces polémiques absurdes sur l'Alba, etc. Des choses vraiment absolument construites de toutes pièces qui n'avaient absolument aucun autre intérêt que de détourner l'attention. Vous d'ailleurs, je parlais tout à l'heure du film, l'excellent film de Gilles Perret qui est actuellement en salle sur la campagne. Vous voyez dans ce film... C'est à la gloire de Mélenchon. Vous voyez, non, absolument pas. Non, clairement, monsieur, vous l'avez vu le film? Oui, évidemment. Vous avez vu le film et vous trouvez qu'il était à la gloire de Mélenchon? Oui, il était à la gloire de Mélenchon, comme l'était le film, pardonnez-moi, mais comme était le film de Gérard Miller aussi sur la 3. Mais là, c'était un documentaire. Ah oui, mais il était à la gloire de Mélenchon. Et le film sur Macron, il n'est pas à la gloire de Macron. Là, clairement, vous savez, dans les salles de cinéma, les gens qui viennent et qui aiment Mélenchon ressortent et l'aiment toujours, mais les gens qui viennent et qui ne l'aiment pas, qui viennent pour s'intéresser à une campagne, parce que ce film donne à voir une campagne de l'intérieur, ils continuent de pas l'aimer. Nous, ça ne nous intéresse pas de faire un film de propagande. C'est un regard subjectif sur une campagne présidentielle et c'est un intérêt bien au-delà de notre électorat. Nous sommes en direct avec Adrien Quatennens. La dernière question, elle est importante, plus importante que les médias. Merci d'y répondre. C'est la question de la bataille de la SNCF. Est-ce que vous croyez, parce que finalement Mélenchon a apporté ou a donné le point de la bataille de la rentrée, il l'a dit lui-même, à Emmanuel Macron après les ordonnances sur les lois travail. Donc, est-ce que vous considérez qu'il y a encore la possibilité pour vous de renverser ce rapport de force sociale dans les semaines qui viennent à partir de la SNCF, ou est-ce que vous considérez que là encore, puisqu'il va y avoir probablement les ordonnances, c'est perdu d'avance? Je considère effectivement que nous allons pouvoir avancer et qu'il y a tous les ingrédients pour renverser la vapeur et le rapport de force, comme vous dites. Pour la raison que maintenant, depuis moins d'un an, qu'Emmanuel Macron déroule son programme, ça y est, maintenant chacun peut s'en faire le diagnostic. Il poursuit plus durement l'œuvre de ses prédécesseurs, c'est-à-dire il nous mène à l'impasse libérale. Emmanuel Macron achève un processus politique. Il ne renouvelle rien. Il a renouvelé très habilement la forme. Et d'ailleurs, il ne peut procéder à cet achèvement libéral qu'à coup du prix. Sur la question de la SNCF, par contre, je vais vous répondre, Guillaume Durand. Regardez, sur la question de la SNCF, nous avons là un gouvernement qui fait la démonstration d'un argumentaire absolument fallacieux. On dit, on veut améliorer le service. C'est l'intention officielle. Mais l'intention réelle, vous le savez, c'était pas celle-là. C'est d'appliquer avec beaucoup de zèle les directives européennes et les paquets ferroviaires qui doivent mener à l'ouverture à la concurrence. 7 Français sur 10 sont d'accord. Sur quoi? Sur la réforme de la SNCF. Vous avez vu les questions qui sont posées? Est-ce que vous êtes pour? Presque on demanderait l'abolition des privilèges des cheminots, alors qu'en réalité il n'y a pas de privilèges. Vous le savez vous-même, Guillaume Durand. Le statut de cheminot, il a été créé pour attirer du personnel, notamment à un moment des compagnies privées à la création de la SNCF en 38, et il n'a absolument rien à voir le statut avec la situation de la SNCF. Moi je vais vous le dire, on pâtit plutôt d'un sous-investissement chronique, et là ce qui va se passer... Et une dette colossale. Mais la dette, vous savez d'où... Plus de 50 milliards. Et vous dites que la dette est la responsabilité des cheminots? Absolument pas, vous le savez aussi. Cette dette, un instant s'il vous plaît. C'est tout simplement une entreprise qui est mal gérée, point. Non, monsieur Durand, cette dette est un héritage historique. Elle est héritée de avant la création de la SNCF en 38. Mais bien évidemment, on essaye. Il faut essayer de régler ce problème-là. Mais les gouvernements successifs ont fait autre chose. Ils l'ont creusé. En surinvestissant dans les lignes à grande vitesse, ils ont creusé la dette. Je vais même vous faire un aveu. Vous avez la ligne Bordeaux-Tours. D'accord? C'est la filiale de Vinci. Attendez. La filiale de Vinci, l'ISEA, qui a investi 2 milliards sur les 7. Le reste, c'est la puissance publique. D'accord? La puissance publique investit. Et derrière, c'est l'ISEA
qui, pendant les 44 prochaines années, va bénéficier des péages. Vous voyez, donc on a une ligne qui est en déficit structurel. Il est organisé à l'heure qu'il est, plutôt que d'ouvrir à la concurrence, ce qui affiche la pagaille absolument. Vous l'avez vu, la pagaille que c'est au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ils veulent revenir en arrière parce que les prix ont flambé, plus 27%. Vous avez des gens qui consacrent 14% de leur budget et vous avez des lignes qui ferment. C'est ce qui va nous arriver. En voulant mettre fin au statut, Guillaume Durand, Édouard Philippe n'essaie pas d'améliorer le service. Il donne un gage pour tous les acteurs privés qui vont venir s'installer sur ce marché juteux, parce que c'est un marché juteux. Et donc, il faut bien le dire, les cheminots ne sont pas responsables de la situation de la SNCF. Le gouvernement nous parle de privilèges trop régulièrement. Quand nous avons supprimé l'ISF, ils ont refusé que l'on parle de privilèges. Il y a vraiment 2 poids 2 mesures et c'est insupportable. Mais il n'y a pas que la SNCF. Il y a les hôpitaux, il y a l'éducation. Les services publics craquent de tous côtés. Ça n'est pas à la hauteur de la 5e puissance économique que nous sommes. Nous pourrions faire tout autrement et c'est bien ça qui est le plus frustrant avec Emmanuel Macron. Adrien Quatennens, j'ai une seule question à vous poser. Pardonnez-moi que vous devez répondre par un mot. Si on vous devait qualifier, ou si vous deviez qualifier Emmanuel Macron, vous diriez quoi? Je dirais vraiment, en un mot, pour moi, je vous dis, il achève le processus libéral et il nous met en retard. C'est ça qui est le plus dramatique, c'est que, par exemple, sur le cas de la SNCF, moi, je voudrais qu'on puisse mettre les marchandises sur des rails, vous voyez, et pas la route. Je pense qu'il y a plein de choses plus intelligentes à faire. Emmanuel Macron nous mène dans une impasse et nous devons incarner l'alternative, l'humanisme écologique et social. Merci beaucoup. Il est 8h58, nous étions avec Adrien Quatennens, donc député du Nord, représentant de la France insoumise. Bonne journée à vous. Je sais que le travail parlementaire est long et complexe. 8h59.